Je pense que le milieu du cheval, c'est un milieu très particulier parce que, admettons, tu veux être danseur professionnel, la seule personne que tu maltraites, c'est toi. Là, il y a un animal en jeu et c'est différent. Et j'ai pas envie de participer à ça, je pense. Du coup, moi, je m'appelle Jeanne et du coup, tu m'as contactée parce que je travaille dans le milieu du cheval. J'y ai travaillé pendant une bonne dizaine d'années à peu près. Du coup, ça reste du coup ma passion. Du coup, on va en discuter. J'achète mon cheval à un moment de ma vie où je suis vraiment jeune et immature. Et je pense que mon rapport à mon cheval, il s'est construit comme si pour moi c'était un enfant qu'on te met dans les bras et où on te dit maintenant tu te responsabilises. Parce que tu peux plus être une gamine écervelée qui fait tout ce qu'elle veut quand elle veut. Maintenant, t'as un enfant et il va falloir s'en occuper tous les jours. Et en fait, ça m'a responsabilisée, mais ça m'a vraiment donné une certaine liberté dans laquelle je me suis trouvée, vraiment. Dans le sens où j'ai pu expérimenter des choses que j'aurais jamais pu expérimenter. C'est un cheval qui est pas facile. T'as des chevaux qui sont faciles, clés en main, comme on dit. C'est un cheval qui est pas facile. J'ai tout refait dessus de A à Z. C'est-à-dire que le cycle de vie d'un cheval, il naît, il grandit pendant 3 ans au pré. À 3 ans, on le débourre. Et à partir du débourrage, en fait, t'as tout un travail qui commence où il faut lui apprendre toutes les choses. Et un cheval, on dit qu'il est à son climax, son paroxysme de performance entre 10 et 12 ans. Donc en fait, de ces 3 à ces 10 ans, tu dois lui apprendre son métier. Et c'est énormément de travail. Et ce cheval-là, mon cheval, c'est moi qui ai tout fait dessus. Et en fait, quand ça dépend que de toi, la croissance et, enfin, pas la croissance, mais l'apprentissage de ton cheval, ça te met au défi vraiment d'être la meilleure version de toi-même pour cet animal-là, en fait. Et je pense que c'est comme ça que j'ai grandi vraiment émotionnellement. C'est en me rendant compte que là, j'allais devoir prendre mes responsabilités parce que lui dépendait de moi. Et que jamais personne n'avait dépendu de moi jusque-là, en fait. Je m'attache à lui, je le considère comme mon fils, vraiment. C'est ma plus grande fierté. Je suis là, je montre des photos de lui à tout le monde. Vous avez vu comme il est beau, machin. Enfin, je suis vraiment le parent gaga de base. Je pense que c'est peut-être l'être vivant qui m'a le plus blessée. Mais pas lui envers moi. C'est que ton animal, c'est ton miroir. Et en fait, je me suis vue à travers lui. J'ai vu mes frustrations parce que quand ton cheval il fait pas ce que tu veux, c'est que tu n'arrives pas à lui faire faire. T'arrives pas à communiquer suffisamment. Un cheval peut tout faire. La seule chose qu'il faut, c'est réussir à lui communiquer ce que tu veux sainement. C'est-à-dire en passant pas par la violence, en respectant son cycle émotionnel. Enfin, il y a énormément de choses à respecter. Et en fait, quand j'ai commencé à vraiment travailler avec lui dans un objectif de performance, franchement, je me prends un mur dans la gueule de, en fait, il va falloir bosser sur moi, apprendre des choses, prendre des compétences pour réussir à lui faire faire ce que moi je veux. Et je me rappelle avoir été profondément blessée de ça parce que jusqu'à ce moment-là, je pensais vraiment avoir je pense que c'est un peu le syndrome de l'enfant unique qu'on a bichonné et tout, mais je pensais avoir vraiment des facultés à faire ce que je voulais comme je voulais et tout. Et en fait, je me heurte à ça. Et je me rappelle particulièrement 2020, je suis en formation cavalière pro, donc on saute quelques années. Et en fait, je commence à vraiment engranger des compétences. Je vois l'objectif vers lequel je veux tendre et je donne tout ce que j'ai pour y arriver, mais j'y arrive pas encore. Au niveau technique, je manque de technique. Et lui, il est jeune encore, enfin, il a 5 ans à ce moment-là, donc il est jeune. Un soir dans la carrière, je l'équipe, je lui mets ses affaires, et à ce moment-là, mon coach, il m'avait
dit de lui mettre un mors plus dur, des éperons, donc les petits trucs que tu mets à tes pieds là, un stick et tout. Et moi, j'ai jamais monté mon cheval aussi avec autant d'équipements et de contraintes, en fait. J'ai toujours le filet, la bride et la selle et c'est tout. J'ai pas de cravache, j'ai pas d'éperon, j'ai rien. Et j'ai toujours monté comme ça. Et mon coach, à ce moment-là, il m'encourage quand même à le monter un peu plus encadré, comme il disait. Donc avec des éperons, une bride. Donc il y a 2 morts en un, en fait, dans la bride. C'est vraiment dur. Et un stick, donc une espèce de longue cravache qui fait cette taille-là à peu près. Et je monte seule à ce moment-là dans la carrière. Je travaille, je commence à le chauffer, à l'échauffer et tout. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais ce soir-là, j'ai une montée de colère face au fait que j'arrive pas, en fait. J'y arrive pas et je vois bien, je me répète les conseils de mon coach dans ma tête et tout, je suis en colère de pas arriver à faire ce que je veux. Et en fait, la violence monte. C'est-à-dire que je serre plus mes jambes, en fait, avec les éperons, bah, ça le blesse pas, mais ça peut lui faire mal. Mes mains sont plus dures. Tu vois, le contact entre sa bouche et ma main, il est plus dur. Je me sers aussi de mon stick et tout parce que machin. Et en fait, lui monte dans les tours émotionnellement parce qu'il est comme moi. En fait, il est super émotionnel. Il a envie de bien faire, mais s'il comprend pas, il comprend pas. Et donc, en fait, ça le stresse de pas comprendre et de voir que je suis pas contente. Donc, il sait pas, voilà. Donc, il monte dans les tours. Et je me rappelle que ce soir-là, à un moment, je l'arrête et je lève la main sur lui. De colère, de frustration, de tout ça. Et en fait, je lève la main sur lui et d'un coup, en fait, je m'effondre parce que je vois que là, je me suis laissée emporter, mais ça date pas de ce jour-là. C'est que je me suis laissée progressivement emporter par une vague de violence et que, en fait, c'est pas ce chemin-là que j'ai envie de choisir. Tu choisis ton chemin avec les chevaux. Tu choisis soit de les écouter, d'aller à leur rythme et de te remettre en question, soit de les mettre entre les éperons, la bride et la cravache, et puis de les obliger, en fait. Tu peux y arriver comme ça aussi. Mais à 10 ans, ton cheval, il est cuit. Et en fait, ce soir-là, donc je lève la main sur lui, et d'un coup, je me rends compte de ça. Je m'effondre. Et le lendemain matin, j'avais formation tous les matins. Le lendemain matin, je vais voir mon coach, je lui rends sa bride, ses éperons et son stick, et je lui dis plus jamais je ne me servirai de ça, parce que c'est pas ce que je veux. Et je pourrais être une professionnelle du monde du cheval sans me servir de ça. Et il a plus jamais cherché à me forcer à utiliser ça, il a respecté ça, et voilà. Et je pense que j'ai choisi mon chemin à ce moment-là. Parce que quand t'es jeune, t'es influencé par plein de personnes, en fait. T'as plein de types d'influences, et t'as les bonnes et les mauvaises, et il y a forcément un moment où t'es obligé de faire tes expériences. Et en fait, c'est là où je veux en venir par rapport au lien que t'as avec ton cheval. C'est que, avec mon cheval flamboyant, je pense avoir été dans tous les extrêmes. C'est-à-dire qu'avec lui, j'ai même vu ma vie défiler parce qu'à un moment, il est parti pleine balle dans un chemin en descente avec des cailloux en balade et je me suis dit, on va se rétamer et j'ai vu ma vie défiler. Je pense qu'avec lui, j'ai fait toutes les expériences possibles qui font que j'ai grandi équestrement parlant, en fait, et que je referai plus ces erreurs-là avec d'autres chevaux parce que je les ai faites avec lui. Je sais que j'ai été trop dure avec lui, que j'ai travaillé certaines choses trop tôt, que j'ai pas été assez exigeante sur certains points de l'éducation qui sont très importants. J'ai manqué à certains devoirs et en fait, je pense que c'est grâce à lui que je suis aussi expérimentée aujourd'hui. Donc le lien que j'ai avec mon cheval, mon premier cheval, il est très très spécifique. Et je pense que c'est un lien que j'aurais pas avec d'autres chevaux. Et c'est là où j'en viens à le deuxième cheval dont je m'occupe, parce que c'est pas mon cheval. C'est du coup une petite jument que j'ai rencontrée quand j'ai commencé à bosser à Toulouse.
dans les écuries dans lesquelles je bossais. Et en fait, il se trouve que cette jument, c'est donc une jument qui a 11 ans cette année, elle est catégorisée comme plantée. Je m'explique, un cheval planté, c'est un cheval que tu ne peux plus travailler comme tu veux, notamment à l'obstacle, qui saute plus une cacahuète. Donc tu peux essayer comme tu veux, il restera planté devant une barre par terre. Et donc elle est catégorisée comme plantée et folle, parce que en fait, ses propriétaires ne viennent plus, puisqu'elle n'est plus montable au sens où eux l'entendent. Et donc cette jument est au box au moment où j'arrive depuis 1 an. Donc elle sort une fois par jour pour faire 1 heure de marcheur ou 1 heure de paddock. Et le reste du temps, elle est dans ses 4 murs. Et en fait, donc catégorisée comme folle parce que je pense que n'importe qui serait proportionnellement enfermé dans ce qui pourrait être pour nous la taille d'un toilette. C'est très petit pour eux, un box. Ils sont pas faits pour rester là-dedans longtemps. Enfermé là-dedans 23 heures sur 24, en fait, oui, elle est folle. Mais comme n'importe qui. Et en fait, sur le coup, moi, j'arrive dans cette écurie, je suis un peu chef d'écurie. Enfin, je prends la responsabilité de la gestion de l'écurie. Et donc, en fait, je vois bien que pour les personnes qui bossent avec moi, effectivement, elle est dangereuse. Et à ce moment-là, en fait, si je commence à la travailler, c'est pour mon personnel, pour éviter qu'il y ait des accidents, parce qu'elle est effectivement complètement cinglée. Hein. Quand j'arrive, tu la sors du box, elle est en orbite. Donc voilà, en fait, je cherche juste à faire redescendre un peu la pression pour éviter qu'il y ait des accidents. Et donc je la travaille 1 semaine comme ça et à pied, je monte pas dessus. Et au bout d'1 semaine, je me dis quand même, en fait, ça pourrait être cool que je monte dessus parce que je me rends compte au bout d'1 semaine que la jument à pied, elle est adorable. Mais adorable, enfin, vraiment super câline, super douce. Tu vois, quand t'as enlevé toute la pression qu'elle peut avoir par rapport au fait de pas sortir, tu te rends compte qu'elle est douce. Et je me dis pourquoi pas monter dessus en fait, en sachant que ça fait du coup plus d'1 an qu'elle a pas été montée. Je préviens mon patron, je lui dis voilà, j'aimerais bien monter dessus et tout. Il me dit mais tu vas te prendre une pelle légendaire quoi si tu fais ça. Et j'ai toujours été un peu kamikaze. Les chevaux un peu dangereux et tout, ça m'a jamais fait peur. Enfin, mon poney que je montais quand j'avais 10 ans, il me faisait tomber 3 fois par séance. Et à chaque fois, j'y allais, ouais, Oregon, trop bien. Donc, pas plus effrayée que ça par le fait que je puisse me prendre une pelle de plus. De toute façon, comme on dit, il faut tomber 100 fois pour être un bon cavalier. C'est un dicton. Je pense que je les ai atteints. Un matin, comme ça, je l'emmène au manège, je la lâche un peu pour qu'elle, on dit dégazer, tu sais, qu'elle lâche son jus, son énergie. Et après, je lui mets la selle, la bride et je grimpe dessus, dans le manège d'abord. Donc le manège, c'est un espace de travail clos. Et la carrière, c'est l'espace de travail ouvert. Je monte dans le manège, elle bouge pas. Enfin, je fais un peu de trot, un peu de galop pour voir. Je sors avec. Et en fait, il y a une grande allée qui passe le long de la carrière. Quand tu viens du manège, tu passes le long de la carrière et mon coach, mon patron à ce moment-là, il est assis au bout de la carrière et il a vu sur cette allée. Et j'arrive à cheval sur l'allée et il me fait, putain, elle l'a fait! Et je traverse l'allée comme ça, mais tu sais, dans ma tête, j'ai un peu la musique, une musique épique, tu sais, comme tu vois dans les films et tout. Je suis là, sur le cheval cinglé de l'écurie. Et je vais sur la carrière parce que t'as vachement plus d'espace, c'est plus agréable pour travailler, en fait. C'est pour ça que je voulais pas rester dans le manège. J'arrive sur la carrière. Et mon coach, il prévient tout le monde, il dit faites attention et tout, machin. Il y a, elle s'appelle Eris. Il y a Eris qui arrive sur la carrière, méfiez-vous et tout. Franchement, la jument, je l'amène sur la carrière, je la mets au trot, au galop et tout. Elle est super décontractée, super détendue. Et en fait, c'est là que ça commence. C'est-à-dire que je me dis, il y a quelque chose à en faire vraiment. Parce que quand je monte dessus, j'ai des sensations. En tant que cavalier, au bout d'un moment, tu prends tellement d'expérience que tu peux parler de sensations. Et la sensation à cheval, tu l'as pas avec tous les chevaux. Moi, je vais être honnête avec mon cheval à moi, qui est pas un cheval qui a des moyens extraordinaires, on va dire. J'ai pas de sensation particulière. Il est pas sur le plan technique, il est pas incroyable, mais c'est mon cheval d'amour. Enfin, je veux dire, c'est voilà. Iris, elle a les papiers pour aller aux Jeux Olympiques, d'accord. Et en fait, je monte dessus, j'ai des sensations de malade et je me dis franchement, ça vaut le coup de faire quelque chose avec elle, quoi.
Parce que sans vouloir sauter, déjà, elle est exceptionnelle. Et je la travaille comme ça 1 semaine, 2 semaines. Et en fait, il y a toujours des barres posées par terre dans la carrière. Et je commence, l'air de rien, à passer près des barres et tout. Et un jour, j'y vais franco et je me dis, vas-y, au pas, du coup, juste passer par-dessus. Et effectivement, je me rends compte de l'ampleur du truc. C'est-à-dire que à 5 mètres de la barre, elle s'arrête et elle te dit, va chier. Va chier. Et en fait, je dis, ok, il y a du boulot. Et je reprends depuis le début, en fait. J'y vais à pied avec une grande corde qui fait 8 mètres. Je la fais tourner autour de moi. Je pose une barre par terre et j'essaie de la faire passer. C'est déjà vachement mieux parce qu'en fait, elle s'arrête, mais elle regarde et elle finit par passer au-dessus en faisant un... Elle décolle vraiment à 1 mètre et demi, 1 mètre 50 du sol, vraiment parce qu'elle est terrifiée, en fait. Et à ce moment-là, je me rends compte que c'est pas de la mauvaise volonté, c'est de la peur. Et en fait, je me dis, donc c'est une question de confiance et c'est une question de patience. Je commence à l'habituer à passer au-dessus des barres, les barres en bois, on a des espèces de grandes frites en mousse, là, j'essaye plein de choses. Et puis, un jour, je décide que c'est le jour. Et je mets une toute petite croix. En fait, la croix, c'est vraiment l'obstacle pour les bébés chevaux. C'est ceux qui apprennent, on leur met une croix parce que ça les force à sauter au milieu de l'obstacle pour éviter de se prendre les poteaux de chaque côté. Je mets une toute petite croix, mais franchement, qui devait faire, sans déconner, cette taille-là. Hein. Et, euh, et en fait, le concept obstacle pour elle, c'était non. Et donc, rebelote, en fait, à 5 mètres, elle s'arrête, elle me dit, va chier. Je persévère vraiment, franchement, je prends le temps avec cette jument parce que j'ai rien à gagner ou à perdre. En fait, c'est juste, j'ai envie. Et comme j'avais envie, j'avais tout le temps du monde pour elle. Et donc, je recommence à pied. Pas de problème, je descends. Hein, ce jour-là, je descends. Je vais même pas chercher la longe et tout. Je cours à côté d'elle et on passe la croix à pied. Et ça se passe bien, en fait. Et donc, je remonte dessus et on passe la croix à cheval, en fait. Et elle est tellement terrifiée des obstacles qu'elle saute vraiment, mais comme s'il y avait 1,20 m, hyper fort et tout. Moi, j'ai jamais monté un cheval qui sautait comme ça, enfin, qui sautait aussi bien. Parce qu'elle a vraiment des moyens, une technique super, vraiment faite pour aller au JO, hein, comme je le disais. Et en fait, ben, c'est de là que ça part. C'est-à-dire que cette technique que j'utilise pour la désensibiliser, je l'utilise à chaque fois. Et au bout d'un moment, je finis par ne plus avoir besoin de descendre. C'est-à-dire que je l'amène devant l'obstacle que je veux qu'elle saute, au pas, sans lui demander de sauter. Je lui dis voilà ça, j'aimerais bien qu'on le saute et tout. Je lui parle, hein. Enfin, je la caresse, je lui dis que ça va aller, que voilà. Et en fait, en faisant juste ça, elle accepte, elle saute. Et mon patron, à ce moment-là, lui pensait qu'elle était foutue cette jument. Enfin voilà. Et un jour, je réussis à enchaîner 2, 3 obstacles et on saute petit. Hein. Et je dis à mon patron, demain, faut qu'on fasse sauter Iris. Et il me dit, mais elle saute pas. Si, elle saute en fait. Si, elle saute bien en plus. Il me dit, ok, mais en se foutant un peu de moi, quoi. Et le lendemain, donc on se prend une demi-heure pour la faire sauter. Et en fait, il est choqué, quoi, parce que la jument, ça fait pas juste 1 an qu'elle est plantée, ça fait au moins 5 ans qu'elle est plantée. Ça fait 1 an qu'elle n'a pas été montée, mais ça fait 5 ans qu'elle est plantée. Et il revoit la jument sauter pour la première fois depuis 5 ans. Et alors, il y a certes encore quelques refus où elle s'arrête, elle veut pas, mais on revient, elle est ok, voilà. C'est pas parfait. Et on saute petit, effectivement, mais c'est cool déjà, en fait. Et le temps passe, et plus ça va, plus je peux sauter gros, jusqu'à un moment où, en fait, un jour, je demande même pas à mon patron, je vais dans la carrière, je mets les barres et tout, je mets 1,20 m partout, j'enchaîne tout, et mon patron, il arrive, et en fait, je l'avais pas vu. Il remontait vers la carrière comme ça, il me regarde sauter, et il me dit, je l'ai jamais vu comme ça, la jument, c'est vraiment ta jument. Et c'est là
qu'une phrase me vient, c'est que il y a aucun cheval qui est planté. En réalité, c'est juste qu'ils choisissent à qui ils font confiance. Et si t'as le temps, ton cheval, il te fera confiance. Mais c'est pas inné, en fait. Et le lien que j'ai avec cette jument-là, je le découvre à ce moment-là parce que je me rends compte qu'en fait, j'ai vraiment développé un amour pour elle qui s'équivaut à celui que j'ai pour mon cheval à moi. Et je me dis, merde, fais chier. Parce que je suis tellement attachée à elle que des fois, je pars du travail et en fait, je sais que je pourrais jamais l'acheter pour des raisons pas financières, mais qui font que, en fait, c'est les propriétaires qui veulent pas la vendre. Et je sais que je pourrais jamais l'acheter. Et des fois, j'en pleure en partant du travail parce qu'elle est exceptionnelle, que je l'aime d'un amour inconditionnel. Je sais qu'elle me le rend, en fait. Parce que tout le monde dit, putain, elle a l'air trop contente quand tu la montes et tout, machin. Enfin, elle a les oreilles en avant, elle a le regard qui pétille. Enfin, effectivement, en fait, elle est heureuse qu'on s'occupe d'elle. Et je sais qu'on s'aime et je sais je pourrais jamais l'acheter. Elle pourra jamais être à moi. Et en fait, me fend le cœur parce que je pourrais lui donner une plus belle vie que ce qu'elle a actuellement. Et donc, le lien, il doit se cantonner à un lien professionnel, en fait, de je travaille un cheval. Et je peux pas investir d'émotionnel parce que ce sera jamais ma jument. Et qu'en fait, les propriétaires, ils peuvent arriver demain, dire, oh, je reprends ma jument et c'est fini. Sauf que, évidemment, que j'investis de l'émotionnel tout le temps, en fait. On m'a toujours dit, travailler avec les chevaux, ça paye pas, c'est dur, c'est chiant, te lance pas là-dedans, en gros, quoi. Donc, en fait, par défaut, j'élimine cette possibilité de travailler avec les chevaux, sans me renseigner ou quoi. Et donc, je sors de mon bac, je sais pas trop ce que je veux faire. Donc, je fais une fac de lettres. Un an de fac de lettres, première année. J'arrive à la fac, je fais 3 jours. Au bout de 3 jours, je fais non, ça va pas aller. Tout de suite, je réagis, je vais voir la conseillère d'orientation de la fac. Je lui explique et je lui dis en fait, je pense que je veux bosser avec les chevaux. Je pense que j'ai envie de travailler dans les chevaux parce que elle me dit mais qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous plaît? Et donc les chevaux quoi. Et elle me donne une convention de stage pour pouvoir faire un stage dans un centre équestre pour voir un peu si ça me plaît. Ce qu'on appelle un stage de reconversion du coup. Donc je vais faire un stage dans un centre équestre pendant 3 mois à peu près, tous les jours. Ça me plaît sans me plaire parce que je vois que c'est dur. Enfin, à ce moment-là, je réalise que c'est dur et que je vais en chier. Mais je vois bien que je suis dans mon élément en fait. Je veux dire, je manipule des chevaux toute la journée. Alors ouais, tu fais les box, tu travailles les mains dans la merde entre guillemets. Tu travailles un peu, voilà, c'est rudimentaire on va dire comme métier. Mais j'accepte en fait. J'accepte que c'est les joies du métier comme on dit. Du coup, je décide de faire un BTS production animale. À la fin de mon année de fac de lettres que j'ai pas fait, je décide de faire un BTS production animale et donc je fais 1 an de BTS et en fait je décide d'arrêter et de partir sur un coup de tête m'installer en Ariège. Pourquoi, je sais pas. Et je passe 6 mois à remettre un peu ma vie en question en mode bon, qu'est-ce que je fais? Et je me rends compte que ce que je veux, c'est plus monter à cheval. En fait, je veux monter à cheval, je veux faire ça, je veux en faire mon métier. Donc, je fais 1 an de formation cavalière pro, qui se passe pas super en fait, parce que le mec c'est un guignol. Enfin, c'est même pas une formation officielle. Il est là, il te dit qu'il va t'apprendre à murmurer à l'oreille du cheval, rien du tout. Et au bout de cette année, quand même, je passe une équivalence des tests d'entrée pour entrer en BPGEPS, qui sont donc le monitorat. Donc j'ai mes équivalences, mais je vais pas tout de suite faire le monitorat parce que d'abord, je trouve un taf en fait dans une écurie. Alors c'est hyper drôle comme anecdote. C'est un mec qui a 80 balais, il est roumain.
C'est un sculpteur super connu en Roumanie. En fait, il a fait fortune là-bas. Et en fait, il a décidé de venir s'installer en France. Il adore les chevaux, mais il n'y connaît rien. Il a acheté un haras avec des super bons chevaux, hein, franchement. Et en fait, il a dépensé mais tout son argent. Et en fait, il est ruiné. Et il embauche des gens. Il dit pas qu'il est ruiné. Et en fait, il nous logeait dans une espèce d'urbex, une maison abandonnée à moitié. Il y avait plus de chauffage, il y avait des vitres pétées. Enfin, c'était n'importe quoi. Et on était 3 au début. Après, on n'était plus que 2. Et je bosse là-dedans et tout. Et un jour, déjà, on bossait 7 jours sur 7. Le dimanche, on était dans le canapé, il nous cherchait, il nous disait, sous la pluie, on va chercher les poulains, on va les déplacer et tout, machin. Il avait des lubies et tout. Enfin, c'était un délire. Et en fait, un jour, je me rends compte que ça fait 2 mois que j'ai pas été payée. Je vais le voir et tout. Je lui dis, il est où l'argent? Et il dit, je vais acheter une vache et des poules, comme ça, je pourrais vous nourrir et j'aurais plus besoin de vous payer. Et moi, je me suis dit à ce moment-là, mais dans quel monde il vit? Genre, dans quel monde il vit? Et en fait, je réalise à ce moment-là que c'est pas viable. Donc, je quitte cet emploi-là pour lequel j'avais même pas de contrat, en fait. Mais ça m'a fait une super bonne expérience parce que les chevaux vraiment étaient exceptionnels et c'est là où tu commences à avoir cette notion de sensation, en fait. Parce que tu montes des bons chevaux. Je quitte du coup cet endroit-là et là, du coup, je me dis bon, faut que je fasse quelque chose de ma vie et je décide de faire le monitorat en 1 an. Ça se passe bien, en fait, ça se passe vachement bien. Alors, je galère avec les études. J'ai jamais été quelqu'un de scolaire, donc je galère de fou. Mais ça se passe bien parce que je suis dans une super écurie. Donc à ce moment-là, je suis au Mans. Je suis remontée en fait. Ma formation se passe en Basse-Normandie et l'écurie dans laquelle je suis, elle est au Mans. Donc je vis au Mans et je fais mon monitorat pendant 1 an et ça se passe vraiment bien parce qu'en fait, l'équipe du centre équestre est géniale. Les gamins sont adorables. En fait, tout de suite, ils m'adorent. Je pense que je suis tombée sur le bon patron, la bonne patronne, parce que elle me dit, tu veux bosser, tu veux devenir meilleur, ok, mais par contre, il va falloir t'investir vraiment. Et je m'investis vraiment, en fait. C'est-à-dire que tous les jours, je bosse de 8h à 18h, et après, pendant 2 heures, je monte mon cheval, je pars à 20h. Tu vois? Donc, je suis là, vraiment, je suis investie, et je progresse de fou. Cette année-là, je progresse de malade. Vraiment. Je fais mes premiers concours avec mon cheval. En 1 an, on passe de club 2, donc 85 centimètres, je crois que c'est ça les cotes. 85, ouais. À club élite, donc 1,5 m. Et je sors même en complet, en amateur. Donc c'est une division au-dessus de la club, en fait. Et le complet, c'est tu rassembles les 3 disciplines olympiques pour en faire une seule, en fait. Enfin, pour faire un seul concours. Et voilà, et en fait, je progresse vraiment cette année-là. C'est l'année où je rencontre Olympe. Et donc, on a le projet, à la fin de mon année, de déménager pour aller à Toulouse. Et moi, je ressors du coup de mon monitorat avec le diplôme. Je suis super contente, trop bien. Et donc, on déménage à Toulouse avec Olympe. Et je trouve ce travail-là à côté de chez moi. Ça se passe bien au début. C'est physique, c'est très intense au niveau des horaires. Je fais 7h30, 19h tous les jours. Et en plus, au début, je suis toute seule parce qu'il y a plus d'employés à ce moment-là, en fait. Et en fait, je passe 9 mois à bosser dans cette écurie sans prendre de congé. Je suis toujours, voilà. Été 2024, avec Olympe, on se dit, on partirait bien 5 jours en Espagne. Et en fait, je prends 5 jours de congé. Et au bout du 5e jour, je rentre ici, je me rappelle, je m'assois sur le canapé ici, là où je suis. Et en fait, je me mets à faire une espèce de crise de panique que j'arrive même pas à expliquer sur le moment. Et en fait, je comprends que c'est parce que je travaille le lendemain. Et donc, je déballe en fait tout à Olympe. Et Olympe, elle était là à ce moment-là. Elle a été exceptionnelle en fait parce que elle comprend tout de suite ce qui se passe. Elle voit la détresse parce que pour le coup, c'est de la détresse. Déjà, elle prend le temps de me rassurer parce qu'en fait, c'est pas grave. Et elle me dit, là, ce qui se passe, c'est que t'es en train de faire un burn-out. Et il faut que t'arrêtes. Faut que tu t'arrêtes maintenant. Faut que tu prennes au moins une pause. Parce que si tu le fais pas, pour te récupérer, ça va pas être 2 ou 3 mois. Ça va être 2 ou 3 ans. Et elle me dit stop. Et
à ce moment-là, c'est là où je dis qu'elle a été exceptionnelle, c'est elle prend son téléphone, elle appelle mon psychiatre, qui lui dit oui, il faut effectivement faire une pause, je pense. Elle appelle ma mère, elle lui explique, ma mère elle comprend, elle donne son aval au cas où j'ai besoin d'aide financière si jamais. Et voilà, en fait, elle est hyper compréhensive. Et après, elle appelle mon patron, elle lui explique. Sur le coup, il dit trop rien parce qu'en fait, elle lui dit pas ce qui se passe. Elle lui dit que j'ai un souci, que un souci de santé, que ça va pas et que je pourrais pas être là et que je vais être en arrêt maladie pendant X temps. Je suis en arrêt maladie au mois d'août 2024 et l'arrêt maladie se termine en novembre et je prends mon chômage en fait. Je décide, ouais c'est ça. Je décide d'arrêter parce qu'en fait je me rends compte au bout de 3 mois, 2 mois et demi d'arrêt, que ne serait-ce que la perspective de reprendre le travail, ça m'empêche de dormir la nuit, quoi. J'en dors pas la nuit, j'ai des acidités gastriques, voire presque des ulcères, quoi, tellement ça m'angoisse. Donc je décide d'arrêter et je prends mon chômage. Les 2 premiers mois de mon chômage, je reste cloîtrée dans mon lit. Je suis au bout parce que je me dis, maintenant, j'ai fait ça toute ma vie et je veux plus le faire. Et du coup, je fais quoi en fait? Qu'est-ce que je deviens? Sur le coup, c'est dur en fait. Quand t'as fait ça toute ta vie, un métier de passion, se voir faire quelque chose d'autre, c'est compliqué. Mon rapport à l'animal et au milieu équestre, en fait, déjà, je l'ai vachement remis en question là pendant les 6 mois où j'ai pas bossé. J'ai pas été voir mon cheval énormément en fait, parce que j'y arrivais pas, parce que je pense que j'ai tellement été gavée comme une oie de cheval, 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 que j'ai perdu ma passion. Honnêtement, hein. J'ai j'ai perdu ma passion, j'étais plus passionnée. J'avais plus envie. Quand t'as plus envie, t'es plus passionné. Mais en fait, il y avait ce truc qui est resté tout ce temps, c'est que des fois, je retombais sur des vidéos de moi à cheval, et en fait, ça me faisait un petit pincement au cœur. Et c'est comme un deuil, en fait. Une passion, c'est perdre une passion, c'est comme perdre quelqu'un, parce que ça fait partie de toi. C'est comme ça que t'existes, en fait. Quand tu te présentes, enchantée, Jeanne, je suis passionnée par les chevaux. Si j'ai plus ça, tu vois, ça m'enlève une case, quoi. Et du coup, en fait, ouais, un peu un deuil de perdre ça et de me dire que peut-être je pourrais jamais le retrouver. Et donc, on part 2 mois en Thaïlande, en fait, après mon arrêt maladie. Et 2 mois de gigapause, du coup, parce que j'ai plus cette pression mentale de me dire, faudrait que j'aille voir mon cheval. De toute façon, il est à 10 000 kilomètres, hein, donc et j'ai plus cette pression mentale. Et quand je reviens, je suis contente d'aller le voir. Et je me rends compte qu'en fait, ça y est, tu vois, ça revient un peu. Je retourne le voir. Je passe du temps avec lui. Et c'est cool. Ça me fait du bien. Progressivement, je me retâte à reprendre. Et en fait, je me rends compte que mon rapport à l'animal, il a tellement changé que je veux pas. Je peux pas et je veux pas. Parce que les moments que j'aime le plus quand je vais voir mon cheval, c'est quand je prends mon livre, que je m'assois dans le champ et qu'en fait je lis et qu'il est juste là. Parce que c'est ça, en fait, qui est beau dans la relation avec l'animal, c'est sa présence volontaire. C'est-à-dire que monter dessus, c'est facile, mais avoir une relation avec cet animal-là, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est ça que je cherche, moi, auprès des chevaux. Et mon rapport à l'animal, il est là, il est à cet endroit-là. Pour diverses raisons, je reprends quand même, mais à mi-temps, très peu, très cool, en posant mes limites et tout, ça se passe bien. Et en fait, ça me permet de réaliser que je veux vraiment pas. Je veux vraiment pas parce que je ne peux vraiment pas physiquement déjà par rapport à mes soucis de santé que j'ai pu avoir par le passé, mentalement parce que j'ai vraiment envie de faire autre chose et parce que je me suis rendu compte au final que cette passion-là, j'ai besoin de pouvoir rencontrer les gens et de dire bonjour, Jeanne, je suis passionnée par les chevaux.
Et si j'ai plus ça, si on m'enlève ça, je perds une partie de mon identité. Et en fait, si faire de ça mon métier, ça me fait perdre ma passion, je préfère faire un autre métier. Mais je veux garder cette passion-là, en fait. Parce que c'est beau, c'est ce qui m'anime. C'est, c'est trop dommage de perdre quelque chose qui nous anime. C'est un choix à faire. Je pense que c'est un choix qui est peut-être pas si difficile que ça quand on voit l'impact physique et mental que ça a eu sur moi. Je sais que c'est pour le mieux, mais il y a une petite pointe de nostalgie quand même.